Bonjour à tous. Euh, Bienvenue à notre programme, à notre nouveau programme Autour du feu, qui est, qui est nouvellement créé par la Société africaine de droit communautaire et dont le but est de promouvoir la jeune recherche. Il est dédié, comme je l'ai dit, à la jeune recherche africaine et a pour objectif d'offrir un espace de discussion et de valorisation des jeunes chercheurs africains sur des thématiques touchant à l'intégration africaine. Il s'agit d'un programme mensuel animé par des jeunes ressortissants de chacune des 5 régions de l'Afrique, du sud au nord, de l'est à l'ouest, en passant par le centre. Il s'agira pour ces jeunes chercheurs de croiser les regards et de créer des ponts entre les différentes Afriques en vue d'un continent intégré et prospère à l'horizon 2063, ainsi que le veut la Commission de l'Union africaine. As I just said in French, Autour du Feu is a program, it's a virtual program hosted by the African Society of Community Law, dedicated to the young African research. Its objective is to provide a space for discussion and recognition of young African researchers on topics related to African integration. It is a monthly program led by young representatives from each of the 5 regions of Africa: South, East, Central, West, and North part of the Africa, with the aim of exchanging perspectives and building bridges between the different Africas towards an integrated and prosperous continent by 2063, as is wanted by the African Union. So I will give the topic of today. The topic of today is human rights in Africa between normative commitment and political realities. Le thème de ce jour, c'est droits de l'homme en Afrique entre engagement normatif et réalité politique. Vous aurez chacun, l'un après l'autre, 15 minutes pour présenter vos idées et à la fin, nous aurons, une session d'échange, une session interactive où vous pourriez avoir des observations, vous pourriez avoir des questions auxquelles vous apporterez forcément des éléments de réponse. Each of you will have 15 minutes for your presentation, and after it, you will have an interactive session for discussions, for questions and answers. So we will begin with the representative of the North Africa, Adam Arab. You have 15 minutes. Adam Arab, tu as 15 minutes pour développer tes idées sur la thématique. Le chrono est lancé. Merci. Permettez-moi de partager mon écran. Oui, je pense que je t'ai autorisé à le faire déjà. Alors, merci. Donc, je commence d'abord par remercier la SADC pour l'organisation de cette rencontre et surtout pour cette initiative qui donne réellement la parole aux jeunes chercheurs dans un format vivant comme celui-ci. C'est une très bonne opportunité d'échange et je trouve que c'est important de le souligner.
Je remercie également les organisateurs et toutes les personnes impliquées dans cette dynamique qui permet de créer des espaces où on peut discuter, réfléchir et partager des travaux de recherche autrement que dans un cadre purement académique classique. Je me présente, je suis Adam Arab, étudiant en deuxième année licence, filière études politiques et jeux stratégiques à l'université Mohammed V de Rabat. Et je suis particulièrement intéressé par les droits de l'homme. C'est pourquoi j'ai choisi de traiter ce sujet. Et en fait, les droits de l'homme, c'est une question qui est partout aujourd'hui, mais qui pose encore énormément de problèmes, surtout dans le contexte africain. Et c'est justement ce décalage entre ce qui est écrit dans les textes et ce qui se passe sur le terrain qui m'a intéressé. Avant d'entrer dans le cœur du sujet, j'aimerais juste revenir très brièvement sur ce qu'on entend par les droits de l'homme de manière générale. Donc, quand on parle des droits de l'homme, on pense généralement à des droits fondamentaux reconnus à toute personne simplement parce qu'il est un être humain, donc indépendamment de sa nationalité, de son apparence ethnique, religieuse ou sociale. Et il est important de préciser que les droits de l'homme, ils s'inscrivent dans une longue évolution historique et philosophique, avant même l'internationalisation contemporaine de leur protection. Plusieurs expériences nationales ont contribué progressivement à leur construction. On peut citer par exemple l'Angleterre avec la Magna Carta, puis le Bill of Rights, qui ont marqué une limitation progressive du pouvoir politique, une reconnaissance de certains droits et libertés. On retrouve également l'expérience américaine avec les textes constitutionnels et les déclarations qui ont participé à la constitutionnalisation des droits fondamentaux. En France aussi, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen représente aussi une étape majeure dans l'affirmation des libertés et de l'égalité juridique. À cela s'ajoutent également plusieurs facteurs intellectuels et philosophiques, notamment les philosophies de Lumière, qui ont profondément influencé la conception moderne des libertés individuelles. Mais aussi, il ne faut pas oublier l'émergence du constitutionnalisme et la reconnaissance progressive des libertés publiques dans différents États. Cependant, même si les droits de l'homme ont des racines anciennes, c'est la Seconde Guerre mondiale qui constitue malgré tout un tournant décisif dans leur universalisation. Les atrocités commises durant le conflit ont poussé la communauté internationale à mettre en place un cadre juridique et institutionnel international destiné à protéger les droits fondamentaux. Et c'est dans ce contexte qu'a créé l'Organisation des Nations Unies avec l'inscription des droits fondamentaux dans sa charte constitutive. Et ce processus va finalement aboutir à l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui constitue aujourd'hui le socle normatif du système international de protection des libertés fondamentales. Mais en réalité, les droits de l'homme ne sont pas seulement une question juridique, c'est aussi une question politique, institutionnelle et même sociale parce qu'ils sont liés à la manière dont les États fonctionnent, à la question de la légitimité du pouvoir et à la construction de l'État de droit. Et quand on arrive au contexte africain, on comprend vite que la question devient encore plus complexe. Parce que les États africains ont connu une histoire spéciale, une histoire particulière la colonisation, ensuite le processus de décolonisation, puis des trajectoires politiques parfois instables avec des institutions fragiles dans plusieurs cas. À cela s'ajoutent aussi des défis économiques et sociaux importants. Donc tout ça a forcément influencé la manière dont les droits de l'homme se sont développés sur le continent. Et pendant longtemps, dans la période post-indépendance, beaucoup d'États ont été marqués par des systèmes plutôt autoritaires, avec des restrictions des libertés publiques. Et forcément, dans ce contexte, la culture des droits de l'homme a eu du mal à s'enraciner. Mais à partir des années 1980, 1990, surtout après la fin de la guerre froide, on voit une évolution importante. Il y a une forme de structuration progressive des droits de l'homme en Afrique avec des mécanismes régionaux et aussi une intégration dans les constitutions nationales. Et c'est à partir de là que mon travail s'inscrit. Donc,
pour poser clairement les choses, la question centrale ou bien la problématique de mon travail, c'est pourquoi, malgré un cadre normatif et institutionnel de plus en plus développé, l'effectivité des droits de l'homme reste encore limitée en Afrique. Et pour répondre à cette question, je vais organiser mon intervention en deux grands temps. Dans un premier temps, je vais revenir sur les mécanismes juridiques et institutionnels des droits de l'homme en Afrique, à la fois au niveau régional et au niveau national. Et dans un second temps, je vais m'intéresser aux limites structurelles qui expliquent ce décalage entre les normes et la réalité, notamment les contraintes politiques, institutionnelles, sécuritaires, mais aussi socio-économiques. Alors, si je reviens maintenant sur le premier axe, je vais commencer par le cadre régional africain des droits de l'homme. En réalité, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la protection des droits de l'homme en Afrique ne s'est pas construite d'un seul bloc. Elle s'est développée progressivement autour d'un cadre régional qui cherche à donner une forme institutionnelle à des principes comme la dignité humaine, la liberté ou encore la justice. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que le système africain n'est pas une simple copie des modèles occidentaux. Il s'inscrit dans une trajectoire historique différente, comme j'ai mentionné précédemment. Et pendant longtemps, en fait, la priorité des dirigeants africains, c'était surtout la stabilité interne et l'unité nationale. Et dans ce contexte-là, la question des droits de l'homme passait souvent au second plan, notamment par peur des ingérences extérieures ou des risques de fragmentation politique. C'est pour ça que le développement d'un véritable système régional de protection des droits de l'homme a été relativement lent. Si on regarde l'évolution institutionnelle, on peut dire que l'ancienne organisation de l'unité africaine créée en 1963 était surtout fondée sur un principe très fort de non-ingérence et de respect absolu de la souveraineté des États. Et ça s'explique par le contexte de décolonisation. Les États étaient encore fragiles et cherchaient à se stabiliser. Mais le problème, c'est que cette logique de souveraineté a aussi eu un effet important. Elle a souvent limité la réaction de l'organisation face à des violations graves des droits de l'homme dans certains pays. À partir des années 1990, euh, on observe un changement progressif. Le contexte international évolue, les conflits internes se multiplient et les processus de démocratisation prennent de l'ampleur dans plusieurs pays africains. Et c'est dans ce cadre qu'on voit apparaître une nouvelle approche qui est consacrée notamment par l'Union africaine à partir de 2002 avec l'acte constitutif. Là, on commence à voir une évolution importante. Les droits de l'homme, la gouvernance démocratique et même l'idée d'intervention dans certaines situations graves comme les crimes contre l'humanité sont progressivement intégrés dans les principes de l'organisation. Donc on passe petit à petit d'une logique de souveraineté presque absolue à une logique plus orientée vers la responsabilité et la protection des populations. Donc, cette évolution trouve une expression très importante dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981. Ce texte est intéressant parce il ne reprend pas simplement le modèle classique des droits de l'homme, il essaye de l'adapter à certaines réalités africaines. La tradition occidentale des droits de l'homme repose principalement sur une conception individualiste de la société, plaçant l'individu au centre de l'ordre juridique et politique. La philosophie africaine, au contraire, accorde une importance particulière à la collectivité, à la solidarité sociale, au rapport communautaire. Par exemple, on y retrouve des droits collectifs comme le droit au développement, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, ou encore le droit à un environnement satisfaisant. Et en parallèle, il y a aussi des obligations qui pèsent sur l'individu vis-à-vis de la famille, de la société ou de l'État. Mais cette approche fait aussi débat, parce que certains estiment que cette dimension collective peut parfois être utilisée pour limiter les libertés individuelles, notamment à cause de formulations assez larges comme celles qui permettent de restreindre les droits au nom de la morale ou de l'intérêt général. Donc en pratique, cela laisse une marge assez importante aux États.
Ensuite, pour assurer la mise en œuvre de cette charte, on a créé la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. C'est un organe important parce qu'il reçoit des plaintes, il examine des situations de violation et il joue aussi un rôle d'interprétation de normes africaines des droits de l'homme. Mais dans la réalité, son efficacité reste limitée parce que ces décisions ne sont pas vraiment contraignantes et leur application dépend surtout de la volonté des États. C'est justement pour dépasser cette limite qu'on a mis en place la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, créée en 2006. Sur le papier, c'est une avancée importante parce qu'elle peut rendre les décisions juridiquement contraignantes, mais dans les faits, son efficacité est aussi limitée, notamment parce que tous les États n'acceptent pas la saisine directe par les individus ou les ONG. En fait, conformément au protocole portant création de la Cour africaine, les individus et les organisations non gouvernementales ne peuvent saisir directement la Cour que si l'État concerné a préalablement déposé une déclaration spéciale reconnaissant cette compétence. 20 ans après l'entrée en fonction de la juridiction africaine, seuls 6 États africains qui ont accepté cette procédure de saisine directe et plus encore, certains États ayant initialement reconnu cette compétence ont ultérieurement retiré la déclaration. Donc, au final, on se retrouve avec un système qui est assez complet sur le plan institutionnel, mais qui reste fragilisé dans son application réelle. Et c'est là que se dégage l'idée principale. Le système africain des droits de l'homme est traversé par une tension permanente entre une ambition normative assez forte et des limites politiques très concrètes liées à la souveraineté des États et à la faiblesse des mécanismes de contrainte. Alors, je passe à la deuxième, ou bien au deuxième point de mon premier axe. Il s'agit de l'intégration des normes internationales au niveau national. Parce qu'en réalité, les droits de l'homme en Afrique ne se jouent pas uniquement au niveau régional. Leur effectivité dépend aussi énormément de ce qui se passe à l'intérieur des États, donc de la manière dont ces normes sont intégrées dans les constitutions et dans les systèmes juridiques nationaux. Et depuis les années 1990, on observe justement une dynamique assez importante dans plusieurs pays africains avec des réformes constitutionnelles qui visent à renforcer la reconnaissance des droits fondamentaux, à consolider l'état de droit, à intégrer les standards internationaux. Mais cette évolution s'explique aussi par le contexte, les transitions politiques, les pressions internationales en faveur de la démocratisation, mais aussi le rôle de plus en plus important de la société civile africaine. Un des principaux outils de cette intégration, c'est la constitutionnalisation des droits. Et concrètement, beaucoup de nouvelles constitutions africaines adoptées ces dernières décennies inclut désormais des catalogues assez larges de droits civils, politiques, mais aussi des droits économiques et sociaux. L'objectif est donc de rapprocher les systèmes nationaux des grands instruments internationaux, comme la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, les pactes internationaux ou encore la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Et justement, la Charte africaine joue un rôle particulier dans ce processus parce qu'elle ne reste pas seulement un texte régional abstrait, elle a progressivement influencé les réformes internes dans plusieurs États africains, ainsi que certaines jurisprudences nationales. On retrouve par exemple ces principes liés à la dignité humaine, à l'égalité, à la liberté d'expression ou encore au droit au développement dans plusieurs constitutions africaines récentes. Et malgré les difficultés d'effectivité qu'on observe encore au niveau régional, certains États africains ont quand même engagé des évolutions importantes dans l'intégration des normes internationales au niveau interne. C'est notamment le cas dans certains pays d'Afrique du Nord où l'on voit apparaître des modèles encore en développement, mais qui montrent une volonté progressive de rapprochement avec les standards internationaux des droits de l'homme. Et pour illustrer cette dynamique, on peut prendre deux exemples assez intéressants, le Maroc et la Tunisie. Au Maroc, la constitution de 2011 marque un tournant important, surtout dans le contexte du printemps arabe. Ce qu'on observe, c'est une reconnaissance beaucoup plus explicite des droits fondamentaux, avec un préambule qui affirme l'attachement du royaume aux conventions internationales,
et aux principes universels des droits de l'homme. Et surtout, c'est la première fois dans l'histoire constitutionnelle du Maroc qu'un titre entier est consacré aux libertés et aux droits fondamentaux. Ce titre regroupe de manière structurée un ensemble de droits civiques, politiques, économiques, sociaux, culturels et environnementaux. Les constitutions précédentes reconnaissaient certains droits et libertés, mais souvent sous forme de principes généraux, voire dispersés dans le texte constitutionnel, sans véritable systématisation juridique des garanties fondamentales. Et donc, sur le plan juridique et institutionnel, il y a clairement une volonté de renforcer l'état de droit et de consolider la protection des droits fondamentaux. Cette dynamique s'est également accompagnée du renforcement du rôle de plusieurs institutions nationales, notamment le Conseil national des droits de l'homme, qui joue aujourd'hui un rôle important dans le suivi des politiques publiques liées aux droits humains. Mais au-delà du cadre constitutionnel, ce qui est intéressant, c'est aussi d'observer les efforts engagés sur le terrain pour améliorer les droits économiques et sociaux. En effet, plusieurs rapports soulignent que certains défis persistent, notamment dans l'accès à la santé, à l'éducation ou à l'emploi, surtout dans les zones rurales et les régions clavées. Face à ces défis, l'État marocain a lancé plusieurs réformes et programmes de grande ampleur. On peut citer par exemple la généralisation progressive de la protection sociale et de l'assurance maladie obligatoire, qui vise à élargir l'accès aux soins, à réduire les inégalités sociales. Il y a également d'importants investissements dans les infrastructures hospitalières, la modernisation du système de santé, ainsi que des programmes destinés à renforcer l'accès à l'éducation et soutenir le développement territorial. Dans le même esprit, les autorités mettent aussi l'accent sur les grands projets de développement humain et sur la réduction des disparités sociales et territoriales, notamment à travers des politiques publiques orientées vers le désenclavement du monde rural, l'amélioration des services publics et ainsi la promotion et aussi la promotion de l'investissement. Donc, après avoir vu les avancées constitutionnelles du Maroc, mais aussi les défis qui existent encore dans l'application concrète des droits fondamentaux, on peut quand même constater que le Maroc a progressivement mis en place des politiques publiques pour renforcer le développement humain et améliorer l'accès aux droits sociaux. Et en fait, ce qu'on remarque, c'est que les réformes engagées ces dernières années vont dans une logique de modernisation et s'inscrivent aussi dans les grands objectifs internationaux de développement durable, surtout dans les domaines de l'éducation, de la santé et de la protection sociale. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir cette évolution de manière assez concrète à travers plusieurs indicateurs. Bah, je vais pas tout dire. Euh, voilà, donc finalement, même s'il reste encore certains défis, notamment dans les zones rurales ou en matière d'inégalité sociale, le cas marocain montre quand même une dynamique progressive de réforme, de développement humain et d'amélioration des politiques publiques et sociales. Donc après avoir analysé le cas du Maroc, on peut aussi voir une dynamique assez importante dans le cas tunisien. En effet, la constitution tunisienne de 2014 a Cher été Adam, cher Adam, tu oui, as excédé le temps déjà 2 minutes, donc je t'en accorde encore 5. 5 minutes. Ouais. D'accord, je vais passer rapidement sur ça. Donc, voilà, donc la Tunisie présente également un modèle d'un pays encore en développement en ce qui concerne les droits de l'homme. Donc, je passe rapidement au deuxième axe de mon intervention. Alors, euh, donc là, on parle des contraintes politiques, institutionnelles et sécuritaires des droits de l'homme en Afrique. Donc le problème aujourd'hui en Afrique, il est beaucoup moins juridique que politique et institutionnel. Et même si la majorité des États ont adopté des constitutions protectrices, la mise en œuvre reste souvent limitée par des contraintes liées à la gouvernance, la fragilité des institutions et aussi les enjeux sécuritaires. On peut commencer par les contraintes politiques. Donc, dans plusieurs pays, on observe une tendance assez claire des institutions démocratiques qui expliquent formellement
qui existe formellement, mais avec une consécration très forte du pouvoir entre les mains de l'exécutif. Dans certains cas, cela se traduit par des restrictions à l'opposition politique, à la presse indépendante ou encore à la société civile. Et un point qui revient souvent, c'est la question des mandats présidentiels et des révisions constitutionnelles. On a vu dans plusieurs contextes comme en Guinée, en Côte d'Ivoire, en Ouganda, des débats très forts autour de la limitation des mandats avec parfois de tensions importantes entre cadre constitutionnel et réalité politique. Ensuite, il y a les contraintes institutionnelles. Même si les constitutions consacrent généralement la séparation des pouvoirs, dans la réalité, le pouvoir judiciaire reste souvent fragile, donc soit parce qu'il manque de moyens, soit parce qu'il existe des pressions politiques, soit parfois parce qu'il dépend encore structurellement de l'exécutif. Et forcément, dans ces conditions, la protection des droits de l'homme devient plus difficile, surtout dans les affaires sensibles qui touchent les opposants politiques, des journalistes ou des activistes. Je passe rapidement au troisième facteur qui est très important, les enjeux sécuritaires. Alors aujourd'hui, dans plusieurs régions du continent, notamment au Sahel, les questions du terrorisme, de groupes armés, de conflits internes ont profondément modifié les équilibres politiques. Dans des pays comme le Mali, le Burkina Faso ou le Niger, les crises sécuritaires ont conduit à une militarisation de la gouvernance et à l'adoption de mesures d'exception. Et dans ce contexte, plusieurs rapports d'organisations internationales ont documenté des cas d'arrestation arbitraire, de disparition forcée ou encore de restriction de garantie judiciaire. Donc, ce qui montre bien une tension permanente entre impératifs sécuritaires et protection des libertés fondamentales. Enfin, il faut aussi mentionner euh, un phénomène plus récent, mais très important, c'est celui des coups d'État militaires. Entre 2020 et 2023, plusieurs pays africains ont connu des ruptures institutionnelles par voie militaire, comme au Mali, au Burkina Faso, au Niger ou encore au Gabon. Et dans la plupart de ces cas, on a observé une restriction de l'espace politique, une limitation des libertés publiques et un recul du fonctionnement démocratique. Donc au final, ce que tout ça montre, c'est que les principaux obstacles à l'effectivité des droits de l'homme en Afrique ne sont pas seulement juridiques, ils sont profondément liés à la manière dont le pouvoir est exercé. Donc, je passe. Donc, je vais pas tout présenter pour les défis socio-économiques. Alors, bon, l'idée capitale ici, c'est que, pardon. Je disais, bon, grosso modo, l'idée générale qu'on peut retenir. Ben, je vais pas passer, je vais parler des défis socio-économiques. Donc, grosso modo, les général qu'on peut retenir de cette intervention, c'est que en Afrique, il y a eu de réels progrès sur le plan des normes et des institutions de protection des droits de l'homme, aussi bien qu'au niveau régional qu'au niveau national. Et malgré ces avancées, l'effectivité reste limitée dans les faits à cause de contraintes politiques, institutionnelles, sécuritaires et socio-économiques. Donc en réalité, le principal décalage reste celui des droits largement reconnus dans les textes et leur application concrète dans la vie quotidienne des populations. Donc voilà, merci pour votre attention. Merci, cher Adam, pour la présentation qui était très intéressante. Euh, Désolé si le rappel du temps t'a plus ou moins perturbé dans ta présentation, mais ce sont les règles du jeu. Donc, I will give the floor to Binta. So I hope you are getting me. Hello, Binta. Are you here? Yeah, I'm here. Okay, so you have 15 minutes to present what you have prepared for us. You have the floor. All right, then. Thank you very much, Mr. Moderator. Good evening, distinguished organizers and fellow panelists, colleagues, and participants. My name is Binta Gina Balde. I am a lawyer by profession, a Gambian,
but I am the Governance and Human Rights Analyst under the Office of the Vice President of the Gambia. I would like to thank the African Law Society for convening this important meeting and for creating a space for like critical reflection and dialogue, where ideas, experiences, and solutions can be shared collectively. And also, it's an honor to contribute to the discussion on the structural challenges limiting the effective realization of human rights. We all know that human rights, ladies and gentlemen, remain one of the most powerful ideals of our time. Across Africa, constitutions, treaties, and regional instruments recognize the dignity, equality, and freedoms of all people. Yes, we have legal frameworks, we have institutions, we have declarations and commitments. Yet, despite this progress, millions of Africans still experience violations of their most fundamental rights every day. This reality forces us to confront an important question. Why do human rights protection often stronger on paper than in practice? The answer, in many cases, most likely lies in structural challenges deeply rooted in political, economic, social, and institutional conditions that weaken the effective implementation and enjoyment of human rights. Today, I would just like to highlight just 6 major structural challenges that continue to limit the realization of human rights across many African contexts, while also reflecting on possible pathways forward. These are most of the time things that we've heard all the time. The first is weak governance and institutional fragility remains a major obstacle. We've all had when Barack Obama came to Ghana, when he said that Africa doesn't need strong men, but strong institutions, which I believe we all agree, because strong institutions are essential for protecting rights. However, in many contexts, institutions responsible for justice, accountability, oversight, and service delivery often face political interference, inadequate resources, corruption, or limited independence. We can take the Sahel region as an important example. Countries such as Mali, Burkina Faso, and Niger have experienced political instability, military coups, insecurity, and governance crisis. In this environment, it is important to note that there I'm sorry, that the institutions have become weakened, that the public trust has declined, and citizens often face limitations in assessing justice and protection. We've also seen violent extremism and insecurity have also contributed to restrictions on freedoms, displacements of populations, and humanitarian crisis. And then this is very important to note that human rights cannot thrive where governance systems are fragile. Secondly, ladies and gentlemen, and fellow panelists, it's also important to bring into account poverty and socio-economic inequality, which also continues to undermine human dignity. We must recognize that human rights are not limited just to civil and political freedoms alone. Economic and social rights matter equally. Let's take an example. A person living without access to healthcare, education, clean water, food security, or employment opportunities is also experiencing a denial of their rights. We have seen in many African societies, structural poverty limits access to justice and opportunities. Marginalized communities such as women, youth, persons living with disabilities, and older women, and also the people in the rural populations often face disproportionate barriers. The youth, for instance, living in the urban areas, the opportunities that they have are not the same as the ones living in the rural areas. So in reality, rights become difficult to exercise when survival itself becomes a primary concern.
This is why the discussions on human rights and also must also always include conversations about inclusive development, social protection, and equitable economic governance. Third is conflict and insecurity also continues to create environments where rights violations flourish. Armed conflict, violent extremism, political instability, electoral violence, and communal tensions have devastating human rights consequences. From an early warning and governance perspective, human rights violations are not only consequences of instability, they are also indicators of potential conflict. The Sahel once again demonstrates this clearly. Persistent insecurity, intercommunal violence. I'm so sorry, just calm down. Ugh. Binta, I think she has a technical problem. Technical Uh, issue. I'm sorry, I'm back. I'm back. There was just some issue. Someone just came in, and then I had to attend to the person. I'm Okay. so sorry. Yeah, like I was saying, the Sahel once again demonstrates this clearly that persistent insecurity, intercommunal violence, weak state presence, and the expansion of extremist groups have created conditions where civilians frequently become victims of abuse, displacement, and humanitarian suffering. Protecting these rights is therefore not just a moral obligation, ladies and gentlemen, it is also a peace and security imperative. Fourth, restrictions on civic space and democratic participation also remains a growing concern. Across different contexts, we continue to observe limitations on freedom of expression, media freedoms, peaceful assembly, and civic engagement. A relevant example can be drawn from the Gambia under former President Yahya Jammeh, um, who ruled the Gambia for 22 years. During his rule, journalists, activists, political opponents, and ordinary citizens were subjected to intimidation, arbitrary arrests, enforced disappearances, and restrictions on freedom of expression. Media houses were shut down, dissent was criminalized, and fear became deeply embedded within the society. Although the Gambia right now has since undergone a democratic transition, the Jammeh era remains a reminder of how authoritarian governance structures can weaken institutions, undermine accountability, and suppress human rights over long periods. Democracy, we all know, cannot function effectively without civic participation. When citizens fear speaking openly, when dissent is criminalized, or when information spaces become restricted, accountability weakens and abuses become harder to challenge. Fifth is gender inequality and social discrimination, which continues to limit equal access to rights. Women and girls across many societies still face structural barriers rooted in patriarchy, unequal power relations, harmful social norms, and economic exclusion. Such issues, such as gender based violence, unequal political participation, limited access to land ownership, child marriage, and discrimination in employment, remain persistent concerns. And at the same time, minority groups and marginalized communities often experience exclusion from decision making processes and unequal access to opportunities and protection. Ladies and gentlemen, human rights cannot be fully realized where inequality remains deeply embedded within structural social structures. And finally, we have all these laws, we have all these treaties, we have everything. But then implementation remains one of the major gaps we have when it comes to structural challenge, when it comes to human rights in Africa. Uh, Africa has adopted, like I said, several progressive legal and normative frameworks, including the African Charter on Human and People's Rights and numerous national constitutional protections. However, implementation often remains inconsistent due to limited political will,
inadequate funding, weak monitoring mechanisms, and poor coordination between institutions. In many cases, the challenge is not the absence of laws, it is the absence of effective enforcement. Distinguished participants, while these challenges are significant, they are not insurmountable. Addressing structural barriers to human rights requires long, systematic, and collaborative approaches. Like I said earlier when I started, we need stronger institutions grounded in accountability and transparency. We need inclusive governance that prioritizes citizen participation. We need investment in education, excuse me, healthcare, social protection, and economic opportunity. We need independent judiciaries and protected civic spaces. We need gender responsive policies and stronger protections for vulnerable groups. And importantly, we must strengthen preventive approaches. As someone that works within the governance and early warning spaces, I strongly believe that prevention is very essential. Human rights protection should not begin only after crises emerge. It should be integrated into governance systems, policy planning, and conflict prevention strategies and national development agendas. When states respond to citizen grievances, inequality, exclusion, and injustice, they reduce the likelihood of conflict and strengthen social cohesion. In conclusion, the future of Africa will depend not only on what we declare, but on what we implement. The real challenge that we have before us is transforming rights from legal promises into lived realities for ordinary citizens. We do have symposiums, we do have meetings all the time on governance, on human rights issues, and where we have people come talk about, okay, this is what this is the human rights system, or we talk about so many issues. But then those things are just promises. Those things are just what people come to say. But then the reality for ordinary citizens is not being realized, right? And then that transformation requires courage, political will, institutional reform, and collective responsibility. So as we continue this conversation around the fire, I hope we move beyond diagnosis alone and commit ourselves to building systems that genuinely protect human dignity, justice, and equality for all. Thank you very much. Thank you very much, Binta. Congratulations for the full respect of time. And we are very grateful to your presentation. Very good presentation. And then I will open the discussion part of our session. So for the people who attend this session to take part to our discussion. So j'ouvre la séance interactive de notre session. L'effet pour nous de discuter tout ce que nous avons reçu comme information de la part de nos deux intervenants. Et je profite de cette plage pour remercier Alia et le docteur Dial pour leur implication dans la réussite de cette première session, respectivement vice-président de la Société africaine de droit communautaire pour l'Afrique du Nord et pour l'Afrique de l'Ouest. Donc, la parole est à qui voudrait bien la prendre. Alors, merci, Président. Je me permets de prendre la parole sans lever la main parce que, comme je vous ai dit, nous vivons une situation compliquée. Je suis connecté directement pas par l'application, mais c'est via le téléphone, donc je n'ai pas accès même à ces choses-là, à ces émoticônes-là. Donc, j'aimerais quand même que le président fasse l'effort de traduire de temps en temps pour Binta, parce que comme je l'ai dit, elle est exclusivement anglophone et moi, mon anglais est mauvais. Binta, I'm sorry, I can't speak English here. I said my English is very bad, and it's why I ask the president to do the translation sometime for you. Then, okay.
Je félicite Arab et Binta pour leur présentation. Et surtout pour Arab, franchement, c'est désolant parce que Arab avait il a un très bon thème. Il avait très bien démarré. Mais moi, j'étais captivé quand le président a dit qu'Arab, vous avez déjà fini. Moi, je pense qu'on était à 5 minutes. Donc, ça veut dire qu'Arab, ton sujet est vraiment très intéressant et tu avais une très bonne façon de présenter. Mais seulement, comme le président l'a dit, les règles du jeu sont les règles du jeu. Il faut pouvoir présenter dans le temps qui t'a été imparti. Donc, en dehors de ça, j'ai quand même 2 questions auxquelles j'aimerais que tu répondes. La première, c'est que c'est plutôt peut-être même une contribution, mais que je vais déguiser sous forme de question. Quand tu as parlé de l'historique des droits de l'homme, vu que nous sommes africains, je pense qu'il serait très bon qu'on mette la charte de Kouroukanfouga en avant, ce qu'on appelle la charte du Mandé. La charte que l'Empire du Mali a mis en œuvre en 1235, qui est venue avant toutes les autres chartes au monde et qui parle des droits de l'homme déjà. Donc, c'est carrément impossible de parler des droits de l'homme pour un Africain si tu ne mets pas ça en avant toi-même. Je pense qu'en tant qu'Africain, c'est notre rôle de mettre ça en avant. Et deuxième point, tout récemment, je pense que c'est le Ghana qui a initié la reconnaissance de l'esclavage comme un des crimes les plus graves de l'humanité. Donc là aussi, tu as parlé de la colonisation, mais tu n'as pas parlé de l'esclavage. Je pense que maintenant, vu que ça a même été voté à l'Assemblée générale des Nations Unies, il faudra vraiment en parler et il faudra le mettre dans ton document. C'est très important en tant qu'Africain que tu sois quelqu'un qui défend ça dans sa recherche. Voilà. Donc ça, c'est les 2 points que je voulais adresser comme question et comme contribution. Maintenant, la question qui est commune pour Binta et pour Arab, dans vos interventions, je ne vous ai pas entendu faire cas de la jurisprudence. Qu'est-ce que les cours africains, dans leur jurisprudence, peuvent apporter comme contribution à l'implantation réelle des droits de l'homme en Afrique? Donc, par exemple, peut-être que je vais te laisser un peu traduire ça pour que Binta puisse comprendre, s'il te plaît. D'accord. OK. Dr. Dial had some things to the presentation of your colleague Adam, and for him, it is important for Africans to you cannot discuss around a topic relative to human rights without integrate what we call the Charter of Mandé in Mali, firstly, and secondly, you have the General Assembly of the United Nations, which adopt a resolution concerning slavery as a human crime. So those 2 aspects should be mentioned on the presentation of your colleague Adam. And his question for you two is he wants to know what is the role of the cases before African courts. What is the role on the effectiveness of human rights in our continent? So you can answer if you want to take the floor before Adam. Okay. So I don't understand the question very well. If he could just... Excuse me, before you answer, there is a last thing. You say when you talk about the station, you said around the fire. Then I want to tell you the name is in French, Autour du feu. It is a label. We want it in French. Then you have to try to say it in French and not in English, and not around the fire. It's Autour du feu. Okay? Autour du feu. Is that okay? Autour du feu. It's okay. Okay.
Okay, so for the question, can you please, I don't really understand the question. Is it possible to just have it sent to me via chat or something? The question. Okay, Because I will write it in the chat, and we will Adam will have the floor to answer. So Adam, tu peux répondre, hein? Merci. Donc, en fait, pour répondre à ces questions, donc sur les premiers éléments soulevés, je voudrais dire que ce sont des remarques tout à fait pertinentes. Effectivement, lorsqu'on traite des droits de l'homme dans une perspective africaine, il est difficile de ne pas intégrer la question de l'esclavage dans sa dimension historique et aussi dans sa reconnaissance contemporaine au niveau international. On sait que plusieurs initiatives, notamment au sein des Nations Unies, ont contribué à qualifier l'esclavage comme des violations les plus graves des droits humains. Et dans ce sens, certaines démarches portées par les États africains ont joué un rôle important pour replacer cette question dans le débat international. Donc oui, c'est un point que l'on peut tout à fait intégrer pour enrichir l'analyse, surtout lorsqu'on adopte une lecture historique et politique des droits de l'homme en Afrique. Maintenant, sur la question centrale de la jurisprudence africaine, elle est extrêmement importante. En réalité, c'est que la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, ce que la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, ainsi que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples apportent, ce n'est pas seulement une reconnaissance théorique des droits, mais une tentative de leur mise en œuvre concrète. Par leur jurisprudence, ces organes traduisent les textes en décisions, donc en obligations plus concrètes pour les États. Par exemple, la Commission a développé une interprétation assez large des droits collectifs, notamment autour des peuples, de l'environnement ou encore des libertés fondamentales dans des contextes politiques sensibles. Et la Cour, quant à elle, en rendant des arrêts contraignants, participe à renforcer l'idée que les droits de l'homme ne sont pas seulement des engagements politiques, mais aussi des normes juridiquement opposables au niveau continental. Cela dit, il faut rester nuancé. L'impact réel de cette jurisprudence dépend aussi de la volonté des États à exécuter les décisions. Donc, on est dans un système qui avance, mais qui reste encore en construction, avec des défis importants en matière d'effectivité. Donc, bref, la jurisprudence africaine contribue surtout à transformer les droits de l'homme d'un cadre théorique vers un cadre plus opérationnel, même si sa portée reste encore progressivement consolidée. Merci bien, Adam, pour ta réponse. Binta, have you read the question on the chat? yes, what is the role of the African courts in the effectiveness of human rights on the continent? No? Yes. Okay. For me, I think the role of the jurisprudence or the role of jurisprudence when it comes to the courts or especially on human rights and in consolidating, let's say, respect for human rights, basically is to strengthen the protection and also the enforcement of rights across Africa through its judgment and also the legal interpretations. I think for me, my understanding of the question is talking about the African courts, no? On human and people's rights. Yes. Okay, Bali. Okay. For me, okay, the court also helps to hold states accountable for the violations of human rights and also provides, I believe, justice to the victims and promotes democracy, good governance, and also its decisions, I believe, also helps to provide guidance to African states by aligning their national laws and practices when it comes to the standards of the African Charter on Human and People's Rights. Through this, I believe jurisprudence
through this, the court contributes to building a stronger human rights culture and also improving respect for the fundamental freedoms on the continent. Thank you. Thank you. Alors, moi-même, je vais me plier à l'exercice. Premièrement, dans la présentation d'Adam, moi, personnellement, j'ai un problème de méthodologie. Mon problème de méthodologie se pose au niveau de la problématique et du plan qui nous a été annoncé. Alors, dans la problématique, il est question de traiter de la question du pourquoi de l'effectivité des droits de l'homme. Pourquoi l'effectivité des droits de l'homme en Afrique demeure-t-elle limitée malgré leur consécration normative et institutionnelle? Et dans une première partie, dans un premier axe, on a le cadre, le cadre normatif, où alors il a été présenté la charte africaine, les institutions régionales de protection des droits de l'homme. Mais il me semble que c'est des éléments qui, en raison de la problématique qui a été choisie, auraient dû être intégrés au niveau de l'introduction et qu'au niveau des premiers axes et du second axe, qu'on ait réellement, parce que le plan n'est rien d'autre que la réponse à la question que l'on s'est posée. Donc, il faudrait que l'axe 1 et l'axe 2 qui ont été traités soient des réponses, soit des bouts de réponses qui, lorsqu'ils sont mis ensemble, soient une phrase qui répond parfaitement à la question qui a été posée, la question du pourquoi. Donc, on se serait attendu à ce que l'on, en grand 1 déjà dans l'axe 1, que l'on ait déjà un début de la réponse, parce que la présentation de la charte, la présentation du cadre normatif et institutionnel ne sont pas des réponses à la question du pourquoi de l'effectivité. Donc, moi, c'est à ce niveau que j'ai eu un problème sur le plan méthodologique. Mais néanmoins, la posture et la présentation en elle-même étaient très, très intéressantes. Par ailleurs, j'ai une question que je vais vous poser à tous les deux. De votre point de vue, est-ce que les droits de l'homme ne peuvent être effectifs que dans des systèmes démocratiques? Donc, Binta, my question for you is the effectiveness of human rights only conceivable in democratic systems? So you can begin if you want. You said is the effectiveness of human rights only conceivable in democratic systems. What is, I'm so sorry because I know the language barrier, but what do you mean by? In fact, do you think in democratic system is the only situation we can have the effectiveness of human rights? You mean is the effectiveness of human rights only situational in democracy? You mean? Yes. No, that's no. The effectiveness of human rights is not only, let's say, we can only base it on democracy, but then we can see that democracy can greatly influence how effective human rights are protected and enforced. For instance, in democratic systems or institutions where you have, let's say, independent courts or the free media, like I said when I was talking, or active civil society, and let's say regular elections. These create a more, what can I say, a favorable environment for the respect of human rights.
However, sometimes even democracies, or let's say good democracies, can experience human rights violations. Let's say when there are like crisis, political insecurity, like what's happening currently in the Sahel, or corruption. But at the same time, also, let's say non-democratic, let's say, shall I say, situations or institutions may protect certain social or economic rights while also still restricting civil and political freedoms. For me, this shows that the effectiveness of human rights often depends on several factors, not which include political will, the strength of the institutions, like I said, awareness and accountability mechanisms, rather than just democracy alone. Therefore, for me, I believe that democracy supports human rights effectiveness, but then respect for human rights is also shaped by specific political, social, economic, or let's say security context of a state. So for me, it depends on the state that the individual or the people live in. Thank you for your answer. Adam? Merci beaucoup pour cette remarque. Je pense qu'elle est très pertinente sur le plan méthodologique et je prends vraiment comme une contribution constructive. Effectivement, vous avez raison sur le fait que lorsqu'on pose une problématique centrée sur le pourquoi de la faible effectivité des droits de l'homme, le plan doit progressivement construire une réponse à cette interrogation. Donc, dans une logique méthodologique plus rigoureuse, certains éléments de contextualisation, notamment la présentation du cadre normatif et institutionnel, auraient pu être davantage synthétisés dans l'introduction afin de laisser les axes développer directement les facteurs explicatifs de cette effectivité limitée. Donc après, dans mon approche, j'ai quand même voulu rappeler ce cadre parce qu'il me semblait difficile de parler des limites de l'effectivité sans montrer d'abord qu'il existe malgré tout une architecture juridique et institutionnelle relativement développée au niveau africain. Donc l'idée était justement de créer un contraste entre l'ambition normative et les difficultés pratiques de mise en œuvre. Mais je reconnais tout à fait que sur le plan méthodologique, la transition vers les éléments explicatifs aurait pu être plus directe et plus liée à la problématique annoncée. Et concernant votre question sur la démocratie, je dirais que l'effectivité des droits de l'homme est généralement plus favorable dans des systèmes démocratiques, notamment parce qu'on y retrouve en principe une séparation des pouvoirs, une justice plus indépendante, une société civile plus active et davantage d'espace de liberté. Cependant, je resterai prudent avec une approche trop absolue. Je ne pense pas qu'on puisse dire que les droits de l'homme sont uniquement concevables dans des systèmes démocratiques. La réalité est souvent plus nuancée. Certains États démocratiques connaissent aussi des violations importantes des droits fondamentaux, tandis que certains systèmes moins démocratiques peuvent parfois garantir certains droits sociaux et assurer une certaine stabilité institutionnelle. Donc, à mon sens, la démocratie constitue un cadre plus favorable à l'effectivité des droits de l'homme, mais elle ne garantit pas automatiquement le respect. Au final, tout dépend aussi de la culture institutionnelle, de l'indépendance des mécanismes de contrôle et de la volonté politique réelle de protéger les droits fondamentaux. Merci. Merci pour vos réponses. There are questions on the chat from Mr. Tapa addressed to Mrs. Binta.
First, first question, what do you see as the main political obstacles to the implementation of human rights in Africa? Second, can you identify African examples where normative commitment has led to tangible progress in human rights protection, and what factors made that progress possible? So you have the question in the chat, and you can answer, please. Okay, thank you very much for that question. For me, from my opinion and point of view, what I see as the main political obstacle when it comes to implementation of human rights in Africa, like I mentioned when I was presenting, is for me, basically, it's just limited political will from the government and inadequate funding, weak monitoring mechanisms, and poor coordination between institutions. And also, like I said, it is not because of the absence of the laws, but it is also the absence of effective enforcement. This can only be attained when we have stronger institutions and when we have strong political will from our government. Moving on to the next question, which is, sorry, let me read it. Can you identify African examples where normative commitment has led to tangible progress in human rights protection, and what factors made that progress possible? Okay, for me, coming from the Gambia, I think I will take an example of my country. I feel like it has demonstrated how normative commitment can improve human rights protection after authoritarian rule. Following the end of Yahya Jammeh's regime, he's been in power from 1994 to 2016. So when he left, the country established the Truth, Reconciliation and Reparations Commission, the TRRC, which expanded the civic space, improved media freedom. We have more independence when it comes to the media now, and also strengthened engagement with regional and international human rights. We have seen that key progress also include public accountability for past abuses. We've had kind of like a public hearing wherein people came, let's say victims and also perpetrators of the violations came and then shared their experiences and also talked about everything that they did in the past. Like I said, also there is greater freedom of expression, increased civil society participation. Now we've seen, which is a very good thing in the country, we've seen the participation of the civil society, and also there is this strong advocacy for women and children's rights. I believe that the main factors behind this success are because of the political transition and democratic opening, the strong civil society that we have now and victim participation, and the strong support from the regional bodies like ECOWAS and the African Union and international partners. Also, we have institutional reforms which are undergoing right now, and then public demand for justice and accountability, which is very important, and also commitment to the constitutionalism and international human rights norm. However, we still have challenges such as the delay of the implementation of the reforms, and we still are experiencing weak institutions, and also political resistance continues to limit the full realizations of human rights protection. Thank you. Thank you. Adam, il y a une question. Dans des contextes de crise sécuritaire ou de lutte contre le terrorisme, comme on le voit au Sahel et ailleurs sur le continent, comment concilier les impératifs de stabilité politique et le respect des droits fondamentaux? Adam? Adam? Oui, oui, je vous entends. Oui. Il y a une question dans le chat pour toi. Dans des contextes de crise sécuritaire ou de lutte contre le terrorisme, comme on le voit au Sahel et ailleurs sur le continent, comment concilier les impératifs de stabilité politique et le respect des droits fondamentaux? Alors, c'est une question très importante.
parce qu'aujourd'hui, plusieurs États africains sont confrontés à une pression sécuritaire réelle, notamment avec la montée du terrorisme, des conflits armés ou encore des crises de stabilité institutionnelle. Et justement, toute la difficulté réside dans l'équilibre entre la nécessité pour l'État d'assurer la sécurité des populations et l'obligation de respecter les droits fondamentaux. Et je pense qu'il faut éviter deux extrêmes. D'un côté, on ne peut pas ignorer les enjeux sécuritaires réels auxquels certains États font face, mais de l'autre côté, la lutte contre le terrorisme ne devrait pas devenir une justification permanente pour restreindre excessivement les libertés publiques ou affaiblir l'état de droit. Parce qu'en réalité, des droits humains, comme des arrestations arbitraires ou bien des disparitions forcées, des restrictions excessives des libertés, des marginalisations de certaines populations. Alors tout ça peut parfois produire l'effet inverse et alimenter davantage les tensions ou la défiance envers les institutions. Donc, la réponse ne peut pas être uniquement sécuritaire, elle doit aussi être juridique, sociale, économique, institutionnelle. Et je trouve que la conciliation passe par plusieurs éléments. D'abord, un encadrement légal, clair des mesures sécuritaires. Ensuite, un contrôle judiciaire effectif, mais aussi le minimum d'espace démocratique, même en période de crise. Et surtout, il faut rappeler que les droits de l'homme et la sécurité ne sont pas forcément opposés. À long terme, une sécurité durable est souvent plus solide lorsqu'elle repose sur la confiance des populations, la justice et la légitimité institutionnelle. Donc, l'enjeu aujourd'hui pour plusieurs États africains, ce n'est pas de choisir entre sécurité et droits humains, mais plutôt de construire une approche où la protection de la sécurité reste compatible avec les principes fondamentaux de l'État de droit. Voilà. Mr. President, where are you? Bon, avant que le président ne vienne, si quelqu'un d'autre a une question, une contribution à faire. Alors, Gina, can you read in the chat? There is another question for you. And Adam, tu peux aussi voir dans le chat, il y a des questions pour vous. Oui, Monsieur Fabrice, vous pouvez prendre la parole. Merci, Oui, monsieur allez-y, le prenez la parole. vice-président. Oui, voilà, merci pour la parole donnée. Rapidement, je félicite déjà la SADC pour cette nouvelle initiative et surtout à vous, les vice-présidents, qui portez ce projet dans vos régions respectives. Je salue d'ailleurs la clarté de posture des deux intervenants. Je ne suis pas sûr que nous, à notre époque, on était aussi serein dans les présentations en public. Alors, j'ai une observation et une question à la fin. Mon observation, ma remarque par rapport aux deux exposés, le continent africain, dans sa cosmogonie, a un rapport particulier avec l'environnement naturel et le vivant. Et la charte africaine consacre d'ailleurs le respect des valeurs et coutumes africaines comme élément de droit de l'homme. Je n'ai pas suivi, bon, à moins que j'aie été discret, cet aspect dans les exposés présentés, mais je pense que c'est un aspect à intégrer dans nos réflexions communes sur les droits de l'homme, car cela constitue une spécificité du système africain par rapport aux autres espaces géographiques. Donc, voilà l'observation. La question part de cette idée. Chacun de vous, chacun des intervenants a évoqué les défis importants auxquels le continent fait face en matière d'effectivité des droits de l'homme.
la faiblesse des institutions, les impératifs de sécurité, ainsi de suite. Et ainsi de là. Alors, je pars de là pour poser la question suivante, de manière simple, parce que ça n'a pas été très développé. Enfin, je pense que Adam n'a pas eu le temps d'aller jusqu'au bout. Euh, Quels sont les leviers sur lesquels les pays et les sociétés africains peuvent s'appuyer pour mieux concrétiser les droits de l'homme? Voilà ma question. Et l'observation plus haut, j'ai traduit en anglais avec un outil Google. J'espère que Binta pourra saisir le texte que j'ai mis dans le chat. Merci, Monsieur le Vice-président. Merci, Fabrice. Binta, do you understand the question to you? No, is it the same questions as the one that has been sent to the group? Yes. Yeah, it's the same question. Yeah, you can answer. Please. What levers can African countries use to better realize human rights on the continent? I think the answer is very simple. One is to ensure that there is enough political will from the leaders. Secondly, create opportunities for both people that are like that the vulnerable, and then the people that feel like they are marginalized, and also African to empower the courts so that they will be independent, and also ensure that there is enough civic space, and also there is also freedom of expression, and also perpetrators of violations of human rights are brought to the book. Because for someone like me, I believe in criminal justice, and I feel like people that have violated the rights of individuals really need to be held accountable for their atrocities. If such is done, then I believe that human rights on the continent will be better realized. Thank you. Thank you, Binta. Arab, pour les mêmes questions, Thank you, peux-tu Binta. répondre? Et je donne la main en ce moment au président pour qu'il continue son travail. Arab, tu es là? Adam, Donc, Arab, oui, je suis là, je vous entends. ok, Je voulais d'accord. répondre à une question, c'est celle de Julie. Alors, elle se demande ce que je pense de la Arabe, justice. Arabe, il Oui. y avait d'abord une question qui concernait celle de, de Fabrice. Il posait la question de savoir sur quel levier les pays et les sociétés africains peuvent, quels sont les leviers qu'ils peuvent actionner pour une meilleure réalisation des droits, une meilleure effectivité des droits de l'homme sur le continent. On commence. Oui, d'accord. Alors déjà, la question de Julie a été envoyée avant, mais c'est pas grave. Donc, je réponds à celle de Monsieur euh, Fabrice Amougou. Alors, je relis sa question. Voilà. Donc, Oui, oui, Adam, je pense, peut-être oui, pour t'aider, en fait, je posais le sujet suivant. Je faisais une observation et puis je posais une question par après. En fait, oui, oui, c'est bon. Oui, je l'observation, comprends. ça va? Oui, oui, ça va, ça va. D'accord, Alors, allez-y. je pense qu'il est parce qu'elle rappelle justement qu'on ne peut pas analyser les droits de l'homme en Afrique uniquement à partir des modèles euh, imposés comment dirais-je, on peut dire occidentale. Donc, effectivement, la charte africaine a cette particularité d'intégrer des dimensions culturelles, communautaires et même spirituelles qui reflètent les réalités historiques et sociales du continent. Et parmi ces spécificités, le rapport à la nature, au vivant et à la communauté occupe une place essentielle dans plusieurs sociétés africaines. Donc, vous avez raison, cette dimension mérite d'être davantage intégrée dans les réflexions sur les droits de l'homme en Afrique, notamment aujourd'hui avec les enjeux liés à l'environnement,
aux ressources naturelles ou encore au déplacement des populations. Cela montre aussi que le système africain des droits de l'homme ne se limite pas à une simple reproduction d'autres modèles, mais il cherche progressivement à construire sa propre approche. Et voilà, concernant votre deuxième question sur les leviers permettant de un levier unique, mais plutôt plusieurs dynamiques complémentaires. D'abord, il y a évidemment le renforcement des institutions, une justice plus indépendante, plus efficace et une meilleure application des décisions judiciaires. Enfin, ça reste fondamental. Ensuite, il y a le rôle de l'éducation et de la sensibilisation, parce que les droits de l'homme deviennent plus effectifs lorsqu'ils sont aussi appropriés par les citoyens eux-mêmes et pas uniquement portés au niveau institutionnel ou international. Et je pense également que la société civile, les chercheurs, les médias, les organisations locales ont aussi un rôle très important pour maintenir un débat public et créer une culture des droits fondamentaux. Et enfin, peut-être l'élément le plus important, c'est l'adaptation des politiques de droit, les politiques de droits de l'homme aux réalités africaines elles-mêmes. C'est-à-dire éviter une approche purement théorique ou extérieure et construire des mécanismes qui prennent en compte les contextes sociaux, économiques, culturels et sécuritaires propres au continent. Donc, à mon sens, l'effectivité des droits de l'homme en Afrique passera surtout par une combinaison entre institutions solides, appropriation sociale, et aussi la prise en compte des réalités africaines dans toute leur diversité. Merci. Oui, merci à toi. Julie pose la question de savoir quelle est, qu'est-ce que Adam pense de la justiciabilité des droits collectifs devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples? Ah, ça, c'est des questions violentes, hein. Oui, je vois que ça, vraiment, cette question est très poussée. Mais Et il faut pas qu'on dévie. Adam, tu as la parole pour répondre. Oui, c'est sur cette question, je, je dirais que la justiciabilité des droits collectifs devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples est aujourd'hui une réalité, mais une réalité encore en construction. D'abord, sur le plan des textes, il faut rappeler que la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples est assez originale par rapport à d'autres instruments régionaux. Elle consacre explicitement des droits dits de troisième génération, donc des droits collectifs comme le droit au développement, le droit à un environnement satisfaisant ou encore les droits des peuples. Donc, sur le principe, ces droits sont bien juridiquement reconnus, ce qui ouvre déjà la voie à la justiciabilité. Ensuite, sur le plan jurisprudentiel, la Commission africaine a joué un rôle pionnier en acceptant de traiter des violations liées à des droits collectifs, notamment dans des affaires concernant des communautés, des ressources naturelles ou des atteintes environnementales. La Cour, de son côté, pardon? Vas-y, vas-y, vas-y. Bah, la Cour, de son côté, elle reste plus récente et plus prudente, contribue progressivement à consolider cette dynamique en reconnaissant que certains droits dits collectifs peuvent être invoqués et protégés juridiquement. Mais je pense qu'il faut être nuancé. La difficulté ne réside pas uniquement dans la reconnaissance juridique de ces droits,
mais surtout dans leur mise en œuvre concrète. Parce que les droits collectifs posent souvent des problèmes complexes de preuve, de représentation des victimes et surtout d'exécution des décisions au niveau des États. Donc, pour répondre clairement, oui, les droits collectifs sont de plus en plus justiciables devant les mécanismes africains, mais toujours leur effectivité dépend encore fortement de la volonté des États et aussi du renforcement des mécanismes d'exécution. Autrement dit, on est moins dans une question de principe aujourd'hui que dans une question d'effectivité réelle. À cela, je pourrais ajouter que cette question-là se pose aussi la justiciabilité des droits collectifs a déjà été reconnue avec les affaires Ogex et Ogoni, euh, notamment dans le cadre de la protection du droit des peuples à disposer librement de leurs terres et de leurs richesses. Donc, la justiciabilité n'est plus véritablement à démontrer. La Cour a fait ses preuves sur cette question des droits collectifs. Donc, le véritable défi ici, c'est que la Cour mériterait d'être saisie pour davantage ancrer ces droits collectifs-là dans l'architecture de protection des droits de l'homme continentale. Donc, la question, comme Adam le dit, la question sur le principe de la justiciabilité ne se pose pas parce que déjà, cela est reconnu pour être contenu dans la charte. Cela va de soi qu'ils sont justiciables devant la Cour, mais la Cour elle-même a déjà rendu des décisions pour faire vivre ces droits collectifs-là. Le seul défi ici, c'est que la Cour soit saisie des questions de violation de ces droits collectifs-là afin qu'une protection effective soit visible. Donc, nous sommes arrivés nous sommes arrivés à la fin du temps qui nous était imparti, mais il y a encore une dernière question que nous allons prendre. C'est la question de Monsieur Tapa qui est dans le chat, qui est adressée aux deux intervenants. Adam, tu vas commencer par répondre. Comment expliquez-vous le décalage persistant entre l'abondance des normes de protection des droits humains et leur faible effectivité politique et institutionnelle? Et après, nous allons donner la parole à Binta. En 2 minutes, hein. Sorry, is it my question? You are both questions, but Adam will answer firstly. Okay, thank you. You're welcome. Oui, Adam, tu as la parole. Oui, oui. Donc, que cette question, elle touche en réalité au cœur même de la problématique et qu'il existe clairement un décalage entre, d'un côté, l'abondance des normes des droits de l'homme en Afrique, qu'il s'agisse des protocoles additionnels, des engagements internationaux des États, et institutionnels qui restent souvent limités. Donc, je pense que ce décalage s'explique par plusieurs facteurs. D'abord, ce qu'on peut appeler un décalage entre la norme et la volonté. Dans beaucoup de cas, les États adhèrent aux instruments internationaux, mais leur mise en œuvre réelle dépend de considérations politiques mentionnées précisément. De, euh, également, et, et il y a aussi la question des institutions. Même lorsque
les normes existent, leur application suppose des institutions solides, indépendantes, efficaces, et dans plusieurs contextes, les systèmes judiciaires ou encore les organes de régulation restent fragilisés ou insuffisamment autonomes. Important, c'est ce qu'on appelle la concurrence des priorités, notamment les priorités sécuritaires et économiques. Dans certains contextes, les États justifient des restrictions de droits et un déséquilibre dans la mise en œuvre des engagements. La culture juridique et politique des droits de l'homme. Dans certains cas, les droits sont perçus davantage comme des engagements dans les pratiques institutionnelles et sociales. Donc, pour résumer, ce décalage ne vient pas d'un manque de normes, mais plutôt d'un ensemble de facteurs liés à la volonté politique, à la faiblesse institutionnelle et également, au contraire, que la question de l'effectivité reste aujourd'hui centrale dans le débat sur les droits de l'homme en Afrique. Merci. Merci. The same question is addressed to Binta. How do you explain in the African context the persistent gap between the abundance of human rights protection law and their weak political and institutional effectiveness? Thank you. For me, this kind of feels like a repetition of what I've been saying since this meeting started. Although we have abundance of human rights laws, maybe through our national constitution, the regional treaties, and so on and so forth. But then the reason why we have this gap between the abundance of human rights protection laws and their weak political institutional effectiveness is mainly due to, like we said, the structural and governance constraints, such as the weak institutions, limited judicial independence, insufficient resources, and at times the lack of political will, like I mentioned earlier. And in most or some cases also, we can see that the human rights norms are adopted more as symbolic, commitments for international, can I say, legitimacy rather than as a fully operational domestic obligation. And then finally, also, we can say that socio-economic pressures and security challenges and political instability, sometimes often not, can push governments to prioritize state survival over rights enforcement. And as such, the effectiveness of the human rights protection becomes unequal or uneven and highly context dependent rather than, let's say, consistency or guaranteed. Thank you. Thank you. Rapidement, Fabrice, parce que nous sommes arrivés au terme de notre session. Oui. Oui, merci, Président. Juste un petit mot à la question, sur cette même question et en lien avec une question précédente de M. Tapa. Il y a la question, il y a la question de la, il y a cette question de, parce qu'en lien avec l'actualité, beaucoup de pays africains font face, enfin, pas beaucoup, certains pays en tension, certains pays en guerre font face à des sanctions liées à des embargos liés au trafic d'armes, ainsi de suite. Mais dans le même temps, on observe qu'il y a une poursuite, il y a la poursuite de flux illicites d'armes vers des groupes armés non étatiques, ce qui crée, à mon sens, un déséquilibre entre les forces régulières qui sont contraintes en réalité par le droit international et les groupes armés qui sont moins soumis aux règles du droit international. Du coup, je pense aussi, l'un élément de tension à ce niveau sur l'effectivité, c'est qu'il y a un certain affaiblissement de l'État. On prend le cas du Burkina Faso ou bien de la Centrafrique.
un affaiblissement de l'État qui pourrait entraîner, alimenter le recours à des comportements étatiques plus répressifs qui poseraient justement des problèmes de conformité avec le droit international des droits de l'homme, à mon sens. C'est-à-dire que favorise, les restrictions portent sur l'accès aux équipements militaires ou à l'armement constamment, bloquent les États dans leur velléité, dans leurs projets sécuritaires, mais dans le même temps, les groupes armés non étatiques continuent de vaquer à leurs occupations et ils bénéficient de l'appui d'un certain nombre d'acteurs, euh, d'un certain nombre d'acteurs dans cette dynamique-là. Donc, je pense que c'est un élément aussi de tension à prendre en compte, peut-être pour une autre session qu'on pourra approfondir. Merci, Président. Merci à tous. Ok, merci bien Fabrice pour ta contribution. Je remercie pleinement Adam Arabe, qui, il faut le rappeler, est un étudiant de deuxième année en sciences juridiques. Et bravo pour cette présentation très structurée et avec une sérénité, comme Fabrice l'a souligné tout à l'heure, qui est assez remarquable pour euh, ton niveau. Et nous remercions également Binta d'avoir pu braver cette barrière de langue et d'avoir pu nous délivrer son message en langue anglaise. Et nous avons été très honorés. Et nous remercions également les vice-présidents Alia du Nord, de l'Afrique du Nord, et le docteur Dial de l'Afrique de l'Ouest pour leur implication. À l'effet véritablement de créer des ponts, c'est l'une des raisons pour lesquelles la Société africaine de droit communautaire évolue et grandit, c'est-à-dire de pouvoir, dans un espace comme celui-ci, créer des ponts sans que l'on ne se sentent véritablement exclus du fait de la barrière de la langue, que l'Afrique puisse se parler, que les Africains puissent se parler sur des questions qui nous concernent tous et afin de pouvoir trouver des solutions communes parce que nous faisons certainement face aux mêmes problèmes, aux mêmes enjeux, aux mêmes défis. Et c'est pourquoi la Société africaine de droit communautaire a également décidé de prendre sur elle, de créer un espace pour les plus jeunes qui doivent effectivement participer à la mise en place et à la construction d'une Afrique prospère et puissante dans le sens le plus intégral du terme. So, as I said in French, we are grateful, Binta, for your participation on this session, so first session of our new program Autour du Feu. And we are grateful to Adam for his presentation. He's a very young student of in law studies. And African Society of Community Law thanks their vice president of the North, Alia, and West region, Dr. Ilo Dial, for their full implication. Also the coordinator, Dr. Julie Nyeba, who is with us. And thank you for all the assistance to this great and powerful first session. And we hope we will meet on next month on June. We will communicate the new date and let us build the Africa together and let us build the bridge between the Africas, French speaking
English speaking, Portuguese speaking, Spanish speaking, and Arabic speaking. And we hope we will have a very powerful Africa, powerful continent. And thank you very much, and see you next time. Have a blessed end of the week, and let me wish you a very good week for tomorrow. Thank you, and take care of yourself. Thank you very much. And have a Thank good you, evening. President. Thank you, everybody. Goodbye. Merci à tout le monde. Au revoir. Au revoir. Merci. Bye bye. Bye.